Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement une attirance vers certaines personnes sans pouvoir l'expliquer? Ce n'était ni leur apparence, ni leur statut, ni même leur manière de parler qui vous a interpellé, mais quelque chose de plus subtil, presque invisible. Une posture détendue, mais assurée, une chaleur dans le regard, une façon d'être qui invite au dialogue. Ces personnes ne sont pas forcément les plus bavardes, ni les plus extraverties, mais elles rayonnent d'une présence qui suscite l'envie d'écouter, d'interagir, de rester auprès d'elles. À l'inverse, il arrive aussi de croiser quelqu'un de poli, courtois, même intelligent, mais qui, malgré tout, ne laisse aucune trace dans la mémoire. Quelques minutes après l'avoir quitté, il est comme effacé. Pourquoi certains laissent une empreinte durable quand d'autres s'effacent aussitôt? La réponse réside dans la qualité de la connexion que nous sommes capables de créer. Ce livre, dans son essence, vise à vous transmettre les clés de cette capacité fondamentale, celle de vous connecter aux autres de manière profonde, authentique et durable. Dans la vie, la réussite ne dépend pas uniquement de ce que vous savez, mais de qui vous êtes capable de toucher. Celles et ceux qui nouent des liens solides, obtiennent des opportunités, bâtissent des relations de confiance et sont naturellement soutenus dans leurs projets. Que vous souhaitiez créer une entreprise, progresser dans votre carrière ou tout simplement construire des relations sincères, la compétence la plus puissante que vous puissiez développer est votre capacité à vous relier aux autres. Beaucoup croient à tort que cette aptitude est innée, qu'on est charismatique, sociable, influent. En réalité, il s'agit d'un savoir-faire qui s'apprend, qui se pratique et qui peut être maîtrisé. Les grands leaders, les entrepreneurs admirés, les personnalités inspirantes n'ont pas atteint leur statut par hasard. Ils ont compris une chose essentielle. La connexion humaine repose sur des principes psychologiques précis. L'influence est une science, et les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, obéissent à des mécanismes que l'on peut découvrir, comprendre et activer. À ce stade de notre exploration, permettez-moi de m'adresser un instant à vous, qui écoutez ces mots. Si ce sujet vous parle, si vous trouvez ces réflexions utiles, je vous invite, avec toute la bienveillance du monde, à soutenir cette chaîne, Bibliothèque Audio. Un simple abonnement, un commentaire ou un « j'aime » nous aide énormément à faire vivre ces contenus et à continuer à vous offrir des lectures enrichissantes, comme celle-ci. Merci infiniment pour votre soutien précieux. Revenons à notre sujet. Pourquoi la connexion humaine est-elle la clé de la réussite dans tous les domaines? Si vous observez attentivement les personnes les plus accomplies dans n'importe quel secteur, qu'il s'agisse des affaires, de la politique, du divertissement ou du sport, un schéma se répète. Ce ne sont pas toujours les plus brillants ou les plus travailleurs qui s'imposent. Ce sont ceux qui savent créer des liens, ceux qui inspirent confiance, qui font que les autres se sentent vus, compris et valorisés. Dans le monde professionnel, les plus grandes décisions ne sont pas prises uniquement sur des critères rationnels. Elles le sont parce qu'une relation s'est construite, parce que la confiance s'est installée. Les clients ne choisissent pas toujours le meilleur produit, mais celui porté par une personne ou une marque à laquelle ils s'identifient. Les promotions ne reviennent pas systématiquement à ceux qui maîtrisent le mieux leur métier, mais à ceux avec qui les autres aiment travailler. Dans la sphère personnelle, le degré de bonheur que l'on ressent dans une vie est directement lié à la qualité de nos relations. Pas à l'argent, pas aux possessions, pas aux réussites extérieures. Ce sont les liens humains qui nourrissent notre joie de vivre. Scientifiquement, cela s'explique. Le cerveau humain est câblé pour la connexion sociale. Depuis notre naissance, notre bien-être est lié à notre sentiment d'appartenance. Nous nous épanouissons quand nous nous sentons compris, acceptés, aimés. C'est pourquoi apprendre à créer des liens sincères n'est pas un luxe. C'est un fondement vital. Lorsque vous maîtrisez cet art, les gens vous ouvrent des portes,
parlent de vous en votre absence en des termes positifs, vous recommandent, vous soutiennent, et tout cela non pas parce que vous les avez manipulés, mais parce qu'ils vous apprécient réellement, parce que vous avez su créer un espace dans lequel ils se sentent valorisés. Alors pourquoi tant de personnes peinent-elles à créer ce genre de lien? La cause principale est la peur. Peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de paraître vulnérable. Cette peur pousse certains à se refermer, à rester en surface, à éviter les vraies conversations. D'autres, au contraire, surcompensent en parlant trop, en se mettant en avant, en jouant un rôle. Mais ce que les gens recherchent, ce n'est ni la perfection ni la performance. C'est l'authenticité. C'est cette sincérité qui crée la résonance émotionnelle, qui fait qu'une rencontre devient inoubliable. Il est frappant de constater que les premières secondes d'un échange sont souvent décisives. Des études de Harvard montrent que nous formons une impression de l'autre en quelques secondes seulement. Avant même que les mots n'aient été échangés, notre cerveau a capté des signaux. La posture, le regard, l'énergie émise. Ce que nous percevons alors, de façon inconsciente, influence profondément notre ouverture ou notre réserve à l'égard de cette personne. Ce qui veut dire que la connexion commence bien avant les mots. Pensez à quelqu'un que vous trouvez naturellement charismatique. Ce n'est pas seulement ce qu'il ou elle dit, mais l'effet que cette personne a sur vous. Une sensation de chaleur, de présence, de sécurité peut naître instantanément. Inversement, certaines personnes pourtant intelligentes et bienveillantes laissent une impression fade, faute d'avoir su transmettre une énergie qui invite à la confiance. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela s'apprend. Il ne s'agit pas de changer votre personnalité, mais de comprendre comment les mécanismes de la relation fonctionnent. L'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de devenir quelqu'un avec qui l'on a envie de parler, de travailler, d'échanger. Cela commence par de petites choses. Un regard sincère, une posture ouverte, une curiosité véritable. Être vraiment attentif à l'autre. Poser des questions qui vont au-delà du banal. Écouter avec intérêt, répondre avec tact, offrir un espace d'écoute sans jugement. Chaque détail compte. Chaque interaction devient alors une opportunité de tisser un lien plus riche. Ce premier chapitre vous a révélé une vérité fondamentale. La connexion humaine n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence que chacun peut acquérir. Et une fois que vous commencez à en explorer les principes, vous remarquerez des changements. Les conversations deviennent plus fluides. Les regards se prolongent. La confiance s'installe plus vite. Vous cessez de lutter pour être entendu, parce que votre simple présence devient un vecteur d'ouverture. Ce n'est que le début. Les chapitres suivants vous dévoileront comment lire les signaux invisibles des autres, comment laisser une première impression inoubliable, comment écouter d'une façon qui transforme la relation. Et surtout, comment devenir une personne que l'on respecte, que l'on suit, que l'on n'oublie jamais. Imaginez que vous entrez dans une pièce remplie d'inconnus. Vous n'avez encore rien dit, et pourtant, des jugements sont déjà en train de se former. Avant même que vous n'ayez eu le temps de vous présenter, certaines personnes se sentent spontanément attirées par vous, tandis que d'autres, presque imperceptiblement, vous écartent. Tout cela se joue en quelques secondes, souvent sans que vous ne puissiez en être conscient. Ce phénomène n'est pas une exagération. Des recherches en psychologie sociale montrent que la majorité des impressions se forment dans les 7 premières secondes d'un échange, parfois même avant que le moindre mot ne soit prononcé. C'est un processus ancestral lié à notre besoin de survie. L'esprit humain évalue rapidement si une personne est digne de confiance, si elle représente une menace ou si elle peut apporter un avantage. Ces jugements se basent principalement sur des signaux non verbaux, votre posture, votre façon de bouger, l'expression de votre visage, le ton de votre voix, votre énergie générale.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que ces impressions premières ont tendance à persister. Une fois qu'une personne a décidé, même inconsciemment, de ce qu'elle pense de vous, son cerveau cherchera à confirmer cette perception plutôt qu'à la remettre en question. Si vous avez été perçu comme chaleureux et digne de confiance dès le départ, il y a de fortes chances que cette impression positive se renforce. En revanche, si vous êtes apparu fermé, froid ou hésitant, il sera beaucoup plus difficile d'inverser cette tendance. Heureusement, ces impressions ne sont pas dues au hasard. Il est tout à fait possible d'en comprendre les mécanismes et de les orienter consciemment. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'intelligence relationnelle. Comprendre les signaux que l'on envoie, les ajuster subtilement, adopter une attitude alignée avec ce que l'on veut réellement transmettre. Voilà le vrai pouvoir. La première chose que les gens perçoivent, ce n'est pas ce que vous dites, mais l'énergie que vous dégagez. On appelle cela la présence. Ce concept peut sembler abstrait, mais il est fondamental. Une personne présente dans l'instant se remarque immédiatement. Elle ne s'agite pas, ne cherche pas à se faire remarquer à tout prix, mais elle occupe l'espace avec calme, confiance et intention. Elle regarde autour d'elle, établit un contact visuel franc mais naturel, se tient droite sans raideur, respire lentement. Cette présence silencieuse émet un message puissant. Je suis bien ici. Je n'ai rien à prouver. Vous pouvez me faire confiance. Le langage corporel joue un rôle prépondérant dans cette impression globale. Des épaules affaissées, des mouvements nerveux, des bras croisés, un regard fuyant. Tout cela envoie des signaux de fermeture, de doute ou de tension. À l'inverse, une posture ouverte, une démarche fluide, une respiration régulière et un léger sourire naturel signalent l'aisance, la bienveillance et créent une atmosphère rassurante. Le regard, en particulier, possède un pouvoir insoupçonné. Un contact visuel trop court peut donner une impression d'évitement ou de manque d'assurance. Trop long, il devient intrusif ou dominateur. Mais un regard franc, tenu une fraction de seconde de plus que ce qui est habituel, avec une lueur de chaleur ou de curiosité, suffit à établir un lien immédiat. Ce n'est pas une question de technique, mais de présence sincère. La voix est un autre élément souvent négligé. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais comment vous le dites. Un ton de voix monocorde ou hésitant crée de la distance. À l'inverse, une voix posée, avec des variations subtiles dans le rythme et l'intonation, transmet assurance, vivacité et engagement. Même des phrases simples prennent un autre relief lorsqu'elles sont prononcées avec intention et émotion. Mais au-delà de ces aspects techniques, il y a un principe fondamental, la chaleur humaine. C'est elle qui fait toute la différence entre une première impression mécanique et une impression mémorable. Être chaleureux, ce n'est pas nécessairement être extraverti ou démonstratif. C'est faire sentir à l'autre qu'il est accueilli, vu, accepté. Cela se manifeste dans les petites choses, un sourire sincère, une écoute attentive, un mot gentil, un intérêt vrai pour ce que l'autre dit ou ressent. Dans une société où beaucoup d'interactions sont devenues superficielles, cette chaleur humaine devient un avantage rare et précieux. Elle crée un climat de confiance, désamorce les tensions et rend possible une communication authentique. Elle est la base sur laquelle toutes les relations solides peuvent se construire. Il faut également comprendre l'importance de l'adaptabilité. Les personnes les plus charismatiques ne sont pas figées dans un style unique. Elles savent ajuster leur comportement à la situation, au lieu, au type de personnes présentes. Entrer dans une pièce calme en éclatant de rire ou adopter un ton solennel dans un contexte détendu crée une dissonance. En revanche, percevoir l'ambiance et y accorder son attitude montre une forme de sensibilité sociale qui est perçue comme de l'intelligence émotionnelle. Le nom propre est aussi un outil puissant. Utiliser le prénom de votre interlocuteur dans une conversation
crée un sentiment de proximité immédiat. Cela montre que vous êtes attentif, que vous le reconnaissez en tant qu'individu. C'est une manière simple mais puissante de renforcer l'impact émotionnel d'un échange. Enfin, n'oublions pas le pouvoir des compliments sincères. Il ne s'agit pas de flatteries vides de sens, mais d'exprimer une reconnaissance authentique d'un trait, d'un comportement ou d'une qualité que vous appréciez chez l'autre. Un compliment bien formulé touche, renforce l'estime de soi et crée un climat favorable à la connexion. Maîtriser l'art de la première impression, c'est donc bien plus qu'une question d'apparence ou de parole. C'est un mélange subtil de posture, de regard, de voix, d'attention et surtout d'authenticité. Ce que vous projetez dans les premières secondes de chaque rencontre conditionne la suite de l'interaction. En cultivant une présence solide, bienveillante et alignée, vous créez autour de vous un espace dans lequel les autres se sentent immédiatement à l'aise, respectés et prêts à s'ouvrir. Dans un monde saturé de paroles, de notifications et de sollicitations constantes, l'écoute est devenue un art oublié. Chacun veut être entendu, mais peu savent réellement écouter. Cette réalité crée un paradoxe douloureux. Alors que nous sommes plus connectés que jamais sur le plan technologique, beaucoup d'entre nous se sentent invisibles, ignorés, coupés des autres. Ce manque d'attention véritable est au cœur de nombreux malentendus, frustrations et solitudes modernes. Il est frappant de constater à quel point les personnes que nous considérons comme charismatiques ou attachantes ne sont pas toujours celles qui parlent le plus, mais bien celles qui écoutent avec une présence rare. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne parlent pas pour se mettre en avant. Elles se rendent disponibles, sincèrement, pour l'autre. Et cela crée une magie presque palpable. L'écoute active est bien plus qu'un silence poli pendant que l'autre parle. Elle implique une attention complète, une suspension du jugement, une volonté de comprendre sans chercher à réagir immédiatement. C'est un acte d'ouverture, de patience, de générosité. Lorsqu'elle est pratiquée avec authenticité, elle transforme une simple conversation en une expérience mémorable. Trop souvent, les gens confondent entendre et écouter. Entendre, c'est capter des sons. Écouter, c'est recevoir l'autre. C'est s'intéresser à ce qu'il dit, bien sûr, mais aussi à ce qu'il ne dit pas. C'est percevoir les émotions sous les mots, sentir les hésitations dans la voix, remarquer un regard qui se détourne ou un souffle qui trahit une fragilité. Ces microsignaux, imperceptibles à qui n'est pas pleinement présent, révèlent pourtant l'essentiel de l'expérience humaine. Ce niveau d'écoute ne peut être atteint que si l'on met de côté l'envie de répondre. Trop souvent, nous écoutons pour répliquer. Nous attendons notre tour pour parler. Nous pensons à notre anecdote, à notre avis, à notre solution. Et ce faisant, nous ne sommes plus avec l'autre, mais enfermés dans notre propre discours intérieur. Cela crée une barrière invisible qui empêche toute réelle connexion. À l'inverse, lorsque vous offrez à quelqu'un un espace sans interruption, sans jugement, sans précipitation, quelque chose se détend. Une confiance s'installe. L'autre sent qu'il peut baisser la garde, qu'il n'a pas besoin de se justifier ni de se protéger. Ce simple sentiment d'être vraiment écouté peut apaiser une anxiété, débloquer une émotion, créer un lien plus fort que des mois de relations superficielles. Il est important ici de souligner que cette qualité d'écoute ne dépend pas de votre niveau d'éducation, de votre éloquence ou de votre statut. Elle dépend uniquement de votre capacité à être là, pleinement. Cela signifie regarder la personne dans les yeux sans la fixer, ajuster votre posture pour montrer votre intérêt, acquiescer doucement pour encourager et surtout respecter les silences. Ces silences qui font peur à tant de gens sont en réalité des ponts vers une compréhension plus profonde. L'un des outils les plus efficaces pour pratiquer l'écoute active est ce qu'on appelle l'écoute réfléchie. Cela consiste à reformuler ce que l'autre vient de dire,
avec vos propres mots, pour montrer que vous avez compris. Si quelqu'un vous confie qu'il se sent débordé au travail, au lieu de changer de sujet ou de donner un conseil, vous pouvez répondre. Cela semble vraiment pesant pour toi en ce moment. Cette simple phrase peut provoquer un soulagement, un apaisement, un sentiment d'être vu et validé. Une autre technique précieuse est celle de la deuxième question. Beaucoup de conversations restent en surface car on se contente de la première réponse. Quelqu'un dit « Ma semaine a été compliquée ». Et au lieu d'approfondir, on passe à autre chose. Posez une deuxième question comme « Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile ?» Montre que vous vous intéressez vraiment, que vous souhaitez aller plus loin. Et souvent, c'est à ce moment-là que les choses importantes émergent. Mais au cœur de l'écoute véritable se trouve un ingrédient essentiel. L'empathie. L'empathie, ce n'est pas compatir ni se mettre à pleurer avec l'autre. C'est cette capacité à ressentir ce qu'il traverse, à se connecter émotionnellement à son vécu, même si l'on ne l'a jamais expérimenté soi-même. C'est dire sans mots « je suis là avec toi ». C'est s'adapter à l'état émotionnel de l'autre, parfois même en silence. Quand vous écoutez avec empathie, vous devenez cette personne rare à qui l'on ose se confier. Vous devenez un repère, un refuge. Et cela crée une fidélité naturelle, un respect sincère, une influence qui ne s'impose pas, mais qui s'infuse doucement dans la relation. Cette forme d'écoute demande parfois de mettre de côté son ego, de ne pas vouloir briller, de ne pas vouloir tout résoudre, de ne pas ramener la discussion à soi. C'est un exercice d'humilité et de maîtrise intérieure, mais c'est aussi un cadeau immense que vous offrez à l'autre. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui savent écouter de cette manière sont souvent perçus comme de formidables orateurs, alors qu'ils parlent moins que les autres. Ce paradoxe s'explique simplement. Nous aimons ceux auprès de qui nous nous sentons bien, et rien ne nous fait nous sentir mieux que d'être écoutés profondément. Dans un monde où tout le monde cherche à parler plus fort, à avoir raison, à imposer son point de vue, être celui ou celle qui écoute vraiment devient une forme de pouvoir discret, mais redoutablement efficace. Un pouvoir doux, humain, respectueux. Un pouvoir qui transforme les relations, apaise les tensions et construit des ponts là où d'autres dressent des murs. L'écoute active, lorsqu'elle est portée par l'empathie, devient un outil de transformation puissant. Non seulement elle renforce vos liens avec les autres, mais elle élève aussi votre propre qualité d'être. Elle vous rend plus présent, plus conscient, plus aligné avec ce qui compte vraiment dans les échanges humains. La vérité, la vulnérabilité, la confiance. Il vous est peut-être déjà arrivé de parler à quelqu'un pour la toute première fois et de ressentir, presque instantanément, une forme d'harmonie. Les mots coulaient naturellement. Le temps semblait suspendu, et lorsque vous vous êtes quittés, il restait une impression vive, un sentiment d'avoir vécu un vrai moment. À l'inverse, certaines discussions vous laissent une impression de vide, comme si les mots n'avaient servi qu'à combler un silence gênant. Vous vous êtes souhaité une bonne journée, et à peine quelques instants plus tard, vous aviez oublié jusqu'au prénom de la personne. Pourquoi certaines conversations nous marquent profondément tandis que d'autres s'évanouissent aussitôt? La réponse n'est pas dans le hasard, ni dans une prétendue alchimie mystérieuse. Elle se trouve dans l'intention, dans l'écoute, dans l'art de donner à un échange, même anodin, une dimension plus humaine, plus vraie. Trop souvent, nous traversons des dialogues mécaniques. Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va. Puis silence. Ensuite vient la météo, le boulot, les phrases toutes faites, et rapidement, l'échange s'essouffle. Cela ne vient pas d'un manque d'intelligence ou de bonne volonté, mais d'un réflexe, celui de rester en surface.
Par peur d'être maladroit, ou simplement par habitude, nous évitons de poser les vraies questions, celles qui ouvrent un espace émotionnel plus riche. Et pourtant, même les échanges les plus simples peuvent devenir profonds, s'ils sont abordés avec curiosité et sincérité. Il ne s'agit pas de transformer chaque conversation en confession, mais d'oser un peu plus de présence, de sensibilité et de lien. Tout commence par une clé fondamentale: les bonnes questions. La plupart des gens posent des questions fermées, sans vraiment écouter la réponse. Tu as passé un bon week-end? Oui. Et puis plus rien. Mais si l'on reformule, qu'est-ce que tu as le plus apprécié ce week-end? La personne se sent immédiatement invitée à partager davantage. Elle n'est plus face à une question automatique, mais à une ouverture sincère. Les bonnes questions sont celles qui font appel à l'expérience vécue, à l'émotion, à la mémoire. Elles ne cherchent pas une information, mais une histoire. Demandez « Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Y a-t-il quelque chose que tu attends avec impatience? Qu'est-ce qui t'a fait sourire cette semaine ?» Donne la possibilité à l'autre de parler de lui avec plaisir, sans se sentir jugé ou forcé. Mais poser la bonne question ne suffit pas. Encore faut-il savoir recevoir la réponse. Cela implique une qualité d'écoute rare, celle qui ne cherche pas à enchaîner, mais à explorer. L'une des techniques les plus puissantes est de simplement répondre par un « dis-m'en plus » ou un « et ensuite ». Ces quelques mots montrent que vous ne cherchez pas juste à remplir un silence, mais à accompagner un récit, à inviter l'autre à s'ouvrir davantage. Il y a aussi ces moments précieux où l'on peut rebondir sur une émotion. Si quelqu'un vous dit qu'il a été surpris par quelque chose, demandez ce que cela lui a fait ressentir. Si quelqu'un vous confie une difficulté, ne donnez pas immédiatement des conseils. Offrez plutôt une présence, un « j'entends que ça n'a pas été facile ». L'effet de ces mots simples mais sincères est bien plus profond que n'importe quelle solution immédiate. Le véritable obstacle aux conversations profondes n'est pas le manque de sujets. C'est la peur du vide, l'envie de contrôler, le réflexe de ramener tout à soi. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, détournent les échanges. L'autre parle, et au lieu de s'y intéresser, on enchaîne avec sa propre anecdote. Cela coupe le lien au lieu de le nourrir. À l'inverse, ceux qui laissent de l'espace, qui accueillent l'autre avec curiosité et respect, deviennent naturellement des personnes avec qui il fait bon parler. On les cherche, on les retient, on se souvient d'eux. Non pas parce qu'ils ont dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'ils nous ont fait ressentir quelque chose de rare. L'attention véritable. Ce qui rend une conversation inoubliable, ce n'est pas la grandeur des sujets, mais la profondeur de la présence. On peut parler de cuisine, d'enfance, de météo même. Si l'on sent que l'autre est là, avec nous, qu'il écoute non seulement nos mots, mais ce qui se cache derrière. Il existe un autre secret, le rythme. Une conversation trop rapide empêche les émotions d'émerger. Un échange trop lent perd l'élan. Les personnes qui savent donner du rythme à une discussion jouent avec les silences, laissent des pauses pour que les idées résonnent, relancent avec douceur, sans forcer. Elles créent un espace vivant, fluide, où chacun peut respirer. Et puis, il y a la reconnaissance. Cette capacité à valoriser ce que l'autre vient de dire. Dire « c'est intéressant ce que tu partages » ou « je n'avais jamais vu les choses comme ça » crée un lien immédiat. On ne parle plus juste pour parler. On se rencontre. Ce type de conversation n'a rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant, il transforme la qualité de nos journées, de nos relations, de notre rapport au monde. Ce sont ces dialogues-là qui créent la confiance, la complicité, la chaleur humaine. Ce sont eux qui bâtissent les relations solides. Dans une époque où tout va vite, où les interactions sont souvent réduites à des messages brefs, apprendre à créer ces moments d'échange profond est une forme de résistance douce.
une manière d'honorer ce qui fait de nous des êtres humains. Notre besoin de lien, d'écoute, de compréhension. Rendre une conversation mémorable ne demande pas des mots brillants, ni une personnalité flamboyante. Cela demande du temps, de l'attention, une envie sincère de rencontrer l'autre. Et cette capacité, vous pouvez la développer dès maintenant, dans chaque interaction, aussi brève soit-elle. Il existe une forme de douleur discrète, souvent invisible, mais profondément ressentie, celle de ne pas être écouté. Elle ne se manifeste pas toujours par des mots, mais se devine dans les regards fuyants, les interruptions fréquentes, les réponses mécaniques. C'est une souffrance que beaucoup connaissent sans oser la nommer. On parle et on sent que l'autre n'est pas vraiment là. On partage quelque chose d'important, mais l'attention est ailleurs. L'instant est perdu, et avec lui, un peu de lien, un peu de confiance. Ce que nous désirons au fond, ce n'est pas simplement d'être entendu, mais d'être compris. Nous voulons sentir que ce que nous disons a une résonance, que quelqu'un reçoit, accueille, ressent ce que nous exprimons. Et cela ne dépend pas de la longueur de la conversation, mais de la qualité de la présence offerte. Ce manque d'écoute véritable ne vient pas toujours d'un manque de bienveillance. Souvent, il découle d'une mauvaise habitude. Beaucoup pensent écouter, alors qu'ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils préparent leur réponse pendant que l'autre parle. Ils coupent, complètent, ramènent tout à eux sans en avoir conscience. Résultat, l'échange devient un enchaînement de monologues, sans réciprocité ni profondeur. Et pourtant, lorsque quelqu'un nous écoute vraiment, tout change. Nous nous sentons reconnus, importants, réels. Ce type d'attention nous touche, nous ouvre, nous transforme. C'est dans ce contexte que la confiance naît, que les relations se renforcent, que les barrières tombent. L'écoute véritable est rare. Elle demande un effort. Elle implique de suspendre son propre besoin de parler, de ne pas chercher à contrôler l'échange. Elle suppose une forme d'humilité, accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, de ne pas intervenir, de ne pas résoudre. Mais ce rien apparent est en réalité un tout, car c'est dans cet espace silencieux que l'autre peut exister pleinement, sans crainte d'être interrompu ou corrigé. Il peut se dire, parfois même se découvrir lui-même, à travers ses propres mots. Et c'est dans ce creux offert par votre présence que naît la magie de la connexion. Il existe plusieurs niveaux d'écoute. Le plus basique est l'écoute passive. On entend, on hoche la tête, mais on est distrait. Puis vient l'écoute active, où l'on est attentif, engagé, où l'on reformule, questionne, approfondit. Et enfin, il y a l'écoute empathique, celle qui capte l'émotion derrière les mots, qui sent ce qui n'est pas dit, qui se connecte à l'état intérieur de l'autre. Ce dernier niveau, bien que plus subtil, est aussi le plus puissant. Être ce genre de personne, celle qui écoute avec empathie, ne demande pas d'avoir réponse à tout. Au contraire, cela demande surtout de poser des questions sincères, de laisser des silences, de regarder l'autre avec intérêt. Ce sont ces petits gestes qui montrent que l'on est vraiment là et qu'on y reste. Un simple changement dans votre posture peut déjà faire la différence. Vous tournez légèrement votre corps vers l'autre, vous relâchez les épaules, vous posez votre téléphone et surtout, vous regardez sans juger. Dans ce cadre, même un « je comprends » prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus d'une formule, mais d'un miroir affectif. L'un des pièges les plus courants est celui du conseil trop rapide. Lorsqu'un ami nous parle de ses difficultés, notre premier réflexe est souvent de proposer une solution. Mais bien souvent, ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il veut, c'est d'abord être accueilli dans son émotion, sentir que ce qu'il vit est légitime. Ce n'est qu'une fois ce besoin satisfait qu'il pourra, peut-être, envisager un conseil. Un autre réflexe à déconstruire est celui de la comparaison immédiate. Quelqu'un dit
Je suis épuisé. Et au lieu de creuser, on répond « Moi aussi ». Sans le vouloir, on déplace le centre de la conversation. Au lieu d'être un réceptacle, on devient un rival d'expérience. Cela coupe court à la profondeur possible de l'échange. Les personnes qui savent écouter profondément ne sont pas celles qui dominent la conversation, mais celles qui créent un espace dans lequel l'autre peut exister librement. Ce sont elles qui bâtissent les relations les plus solides, les plus vraies. Ce sont celles que l'on cherche dans les moments importants, celles que l'on respecte instinctivement. Cette compétence n'a rien de magique. Elle s'apprend. Elle demande de la pratique, de la présence, de la patience. Elle exige aussi de sortir de soi, de mettre l'ego en veille, de donner sans attendre. Mais en retour, elle transforme les relations, elle rend les échanges plus riches, plus nourrissants. Elle crée autour de vous une atmosphère de confiance et d'authenticité qui attire naturellement les autres. Dans les sphères personnelles comme professionnelles, les meilleurs communicants ne sont pas ceux qui parlent le mieux, mais ceux qui savent faire parler. Ils savent poser la bonne question, écouter la réponse jusqu'au bout, rebondir avec justesse. Ils savent aussi se taire quand il le faut et respecter les émotions qui surgissent. Offrir une véritable écoute, aujourd'hui, est un acte rare et précieux. C'est un don silencieux, mais puissant. Un cadeau invisible, mais inoubliable. Et ce don, vous pouvez l'offrir chaque jour, à chaque rencontre. Il suffit d'être là, vraiment là. Certaines personnes n'ont pas besoin d'élever la voix pour qu'on les remarque. Elles n'entrent pas dans une pièce en cherchant à se faire voir, et pourtant, les regards se tournent vers elles. Elles ne cherchent pas à dominer les conversations, et malgré cela, leurs paroles portent, leur présence marque. Ce phénomène, parfois difficile à expliquer, porte un nom, le charisme. Et contrairement à une croyance tenace, il ne s'agit pas d'un don réservé à quelques élus. Le charisme est une compétence, une énergie, un art qui s'apprend et se cultive. Nous avons tous en mémoire des personnes qui nous ont impressionnés sans faire d'efforts apparents. Leur manière d'être, leur calme, leur écoute, leur regard ont suffi à créer un lien. Elles ne se contentaient pas de parler. Elles laissaient une empreinte. Pas forcément parce qu'elles étaient plus intelligentes, plus belles ou plus riches que les autres, mais parce qu'elles savaient créer un moment, une sensation, une intensité. C'est là le cœur du charisme. Provoquer une émotion durable. Ce qui distingue les individus charismatiques, ce n'est pas ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils font ressentir. Ils ne cherchent pas à captiver. Ils offrent une présence pleine, disponible, concentrée. Ils donnent de l'importance à l'autre, sans artifice. Et cette attention, dans un monde saturé de bruit, devient magnétique. Le charisme commence par la présence. Être pleinement là, dans l'instant. Ne pas penser à ce que l'on va dire ensuite, ne pas vérifier son téléphone du coin de l'œil, ne pas s'agiter, simplement être. Cela paraît simple, mais c'est aujourd'hui l'une des choses les plus rares. Dans cette simplicité naît pourtant un effet puissant, celui de l'authenticité. Et l'authenticité attire naturellement la confiance. Ensuite, il y a l'énergie. Pas une énergie agitée ou envahissante, mais une vibration maîtrisée. Certains diffusent une chaleur calme, d'autres une intensité tranquille, d'autres encore une douceur rassurante. Peu importe la forme, tant que l'énergie transmise est intentionnelle. Le secret n'est pas d'en faire trop, mais de savoir ce que l'on souhaite émettre, de l'ouverture, de la stabilité, de la curiosité, de l'écoute, et de le faire sans masque. Les personnes charismatiques possèdent également une grande qualité d'expression. Elles ne parlent pas forcément plus que les autres, mais elles savent comment parler. Leur voix a un rythme, leur ton est posé, leur langage corporel est fluide.
Elles savent raconter une histoire, poser une question avec profondeur, reformuler une pensée de manière marquante. Ce ne sont pas tant leurs mots qui séduisent, mais la manière dont elles les habitent. Un autre pilier du charisme est la cohérence. Ce que vous dites, ce que vous montrez et ce que vous ressentez doivent être alignés. Si vous parlez de confiance en vous avec un regard fuyant, le message ne passe pas. Si vous encouragez la sérénité tout en montrant des signes de tension, l'auditeur sent un décalage. Mais lorsque vos paroles, vos gestes et votre énergie disent la même chose, l'impact est immédiat. Le cerveau humain reconnaît cette cohérence comme un signal de sécurité. Et là où il y a sécurité, il y a ouverture. Ce n'est pas un hasard si les figures charismatiques les plus marquantes sont souvent calmes. Elles ne remplissent pas l'espace, elles l'organisent. Elles ne s'imposent pas, elles invitent. Elles ne cherchent pas à dominer, elles fédèrent. Leur autorité est douce, mais incontestable. Et cette forme de puissance, si différente de la domination, crée une influence profonde. Mais comment développer cette qualité au quotidien? D'abord, en ralentissant. Le rythme que vous imposez à vos gestes, à votre voix, à vos réponses, conditionne la manière dont on vous perçoit. Les personnes charismatiques ne se précipitent pas, elles prennent le temps. Ce simple choix crée autour d'elles un champ de stabilité. Ensuite, en assumant le silence. Le silence n'est pas un vide à combler, il est un espace de respiration. Il donne du poids à vos mots. Il permet à l'autre de réfléchir, de sentir, de répondre. Apprendre à accueillir le silence est l'une des plus grandes marques de confiance en soi. Puis, en cultivant une écoute active, profonde. Nous l'avons vu précédemment, écouter véritablement quelqu'un crée une forme d'aura naturelle. Celui qui écoute avec sincérité devient rare. Et ce qui est rare attire. Dans chaque conversation, chaque rencontre, essayez de vous dire « Ma présence est suffisante, je n'ai rien à prouver, je veux comprendre avant de convaincre. » Enfin, le charisme se nourrit d'intention. Avant d'entrer dans une pièce, demandez-vous « Quelle énergie ai-je envie d'apporter ici ?» Avant de parler, posez-vous la question « Pourquoi je dis cela? Est-ce pour briller ou pour partager ?» Cette conscience transforme votre manière d'interagir et les autres le sentent. Le charisme ne dépend pas de votre apparence ni de votre volume sonore. Il dépend de votre capacité à créer un espace dans lequel les autres se sentent valorisés. Plus vous vous centrez sur ce que vous apportez à l'autre, plus vous devenez magnétique. Parce que dans un monde où tant cherchent à être vus, celui qui voit vraiment devient exceptionnel. Et c'est cela, au fond, le véritable pouvoir du charisme. Ne pas chercher à être inoubliable, mais faire en sorte que l'autre se sente inoubliable en votre présence. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, avant même que vous n'ayez tendu la main ou esquissé un sourire, quelque chose se joue. Vous entrez dans un lieu, et les regards s'ajustent, les jugements se forment. En quelques secondes à peine, les personnes présentes se forgent une opinion. Est-il digne de confiance? A-t-elle de l'assurance? Ai-je envie de l'écouter? Ce processus, aussi fulgurant qu'inconscient, influence profondément la manière dont les autres interagiront avec vous. Ce phénomène n'a rien d'une superstition sociale. Il est solidement appuyé par les recherches en psychologie comportementale. Le cerveau humain, programmé depuis des millénaires pour évaluer rapidement les situations et les personnes, se fie aux signaux non-verbaux pour décider si quelqu'un est un allié ou une menace, un leader ou un figurant, une figure rassurante ou un inconnu insignifiant. Et ces signaux, bien que subtils, sont puissants. On pourrait croire que ces jugements sont injustes, qu'ils nous enferment dans une image figée. Et pourtant, ils sont une réalité.
La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas hors de notre contrôle. Apprendre à maîtriser sa première impression, ce n'est pas manipuler les autres, c'est prendre conscience de ce que l'on communique sans le vouloir et choisir de l'aligner avec ce que l'on souhaite réellement transmettre. L'un des éléments les plus déterminants dans cette perception initiale est la posture. La manière dont vous vous tenez en dit long sur votre relation à vous-même. Des épaules droites mais détendues, un dos bien ancré, une démarche assurée et fluide. Tout cela envoie un message silencieux mais clair. Je suis à ma place, je n'ai rien à cacher, je me respecte. À l'inverse, une posture fermée, une nuque baissée, des mouvements précipités ou nerveux traduisent de l'hésitation, voire une forme de retrait social. Le visage, quant à lui, est le miroir le plus immédiat de vos intentions. Avant même que les mots n'interviennent, il transmet vos émotions, vos attentes, votre niveau d'ouverture. Un regard franc mais doux, une mâchoire détendue, un micro-sourire sincère peuvent créer un sentiment de confort immédiat chez l'interlocuteur. Il ne s'agit pas de forcer une expression, mais de se mettre dans un état intérieur de bienveillance, car ce que vous ressentez se voit. Le regard joue ici un rôle essentiel. Trop fuyant, il peut évoquer de la peur ou du désintérêt. Trop fixe, il devient intrusif. Mais un regard posé, présent, qui capte sans dominer, est une passerelle vers l'autre. Maintenir le regard une demi-seconde de plus que ce que vous feriez naturellement peut transformer radicalement la qualité de votre entrée en relation. Vient ensuite la voix. Ce que vous dites a de l'importance, bien sûr. Mais comment vous le dites en a davantage encore. Un ton clair, posé, avec des variations subtiles dans le rythme et l'intonation, invite à l'écoute. Une voix trop basse ou hésitante renvoie une image d'incertitude. Une voix trop forte ou trop rapide peut paraître agressive. La maîtrise vocale passe par la respiration. Plus vous respirez calmement, plus votre voix s'ancre. Autre facteur souvent négligé, l'entrée dans un espace. Les personnes qui marquent les esprits ne se précipitent pas. Elles prennent le temps de s'installer dans l'environnement, d'observer, de saluer avec sincérité. Elles ne cherchent pas à s'imposer, mais elles n'effacent pas non plus leur présence. Cette justesse d'équilibre entre assurance et discrétion est précisément ce qui inspire le respect. On pourrait penser que les personnes les plus impressionnantes sont celles qui parlent fort, qui prennent toute la place. Mais l'impact réel vient souvent de ceux qui savent être présents sans bruit. Ceux dont la gestuelle est mesurée, dont le regard est attentif, dont les mots sont rares, mais choisis. Leur influence ne vient pas d'une démonstration, mais d'une évidence silencieuse. Il est également fondamental de comprendre que la première impression n'est pas seulement une affaire de perception immédiate. Elle devient un filtre à travers lequel tout ce que vous ferez ensuite sera interprété. Si l'on vous perçoit d'entrée comme quelqu'un de compétent et ouvert, chaque geste ultérieur viendra confirmer cette idée. Si l'on vous perçoit comme distant ou mal à l'aise, il faudra beaucoup plus d'efforts pour corriger cette image. Voilà pourquoi soigner son entrée en relation n'est pas un détail, mais une stratégie relationnelle essentielle. Pour renforcer cette impression positive dès les premiers instants, 3 gestes simples peuvent suffire. Un sourire authentique, un mot d'accueil personnalisé, utilisez le prénom de l'autre si vous le connaissez, et une posture d'écoute dès les premières secondes. Ces petits actes ont un effet disproportionné. Ils désarment les résistances, éveillent la sympathie, facilitent la suite de l'échange. Enfin, rappelez-vous que la sincérité est votre meilleur allié. Inutile de jouer un rôle ou d'imiter un comportement qui ne vous ressemble pas. La congruence, c'est-à-dire l'alignement entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous montrez, est ce qui donne du poids à votre présence. Les gens ne sont pas dupes. Ils sentent
quand l'apparence masque une tension ou une incohérence. Mais lorsqu'ils perçoivent de l'unité en vous, ils se détendent, s'ouvrent, se connectent. Maîtriser l'art de la première impression, c'est donc apprendre à envoyer des signaux clairs, cohérents et chaleureux dès les toutes premières secondes d'une interaction. C'est offrir à l'autre la certitude, souvent intuitive, qu'il peut baisser la garde, qu'il est en sécurité, qu'un véritable échange est possible. Et ce simple ressenti peut tout changer. Il y a une différence subtile mais essentielle entre parler à quelqu'un et parler en lui. Dans le premier cas, les mots effleurent la surface. Ils sont entendus, peut-être compris, mais pas toujours ressentis. Dans le second cas, ils touchent une corde sensible, résonnent au plus profond, éveillent une émotion, une mémoire, une vérité. Ce phénomène s'appelle la résonance émotionnelle. C'est l'un des leviers les plus puissants de la connexion humaine, et pourtant l'un des plus mal compris. La résonance émotionnelle ne dépend pas uniquement du contenu de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites et de l'intention avec laquelle vous l'exprimez. Ce n'est pas tant le message qui importe, mais la vibration émotionnelle qu'il transporte. Lorsqu'un mot, un regard, une phrase ou même un silence trouve écho dans l'autre, un lien invisible se crée. Ce lien est souvent plus fort qu'un raisonnement logique, plus durable qu'un argument rationnel. Les êtres humains sont câblés pour ressentir avant de comprendre. Bien avant que le langage ne devienne un outil de communication structuré, nous lisions les émotions dans les visages, les gestes, les tonalités. Aujourd'hui encore, notre cerveau réagit d'abord à ce qu'il perçoit comme une énergie affective. C'est pourquoi une simple phrase dite avec sincérité peut bouleverser, alors que des discours brillants mais froids laissent indifférent. Toucher émotionnellement l'autre ne signifie pas être dramatique, ni même parler de choses tristes. Cela signifie parler vrai. Oser nommer ce que l'on ressent, avec justesse, avec simplicité, sans chercher à enjoliver ou à dissimuler. La vérité émotionnelle est contagieuse. Lorsqu'une personne parle depuis un lieu authentique en elle-même, elle invite l'autre à faire de même. C'est ainsi que naît la résonance. Prenons un exemple. Quelqu'un raconte une histoire de réussite en survolant les difficultés, en ne montrant que le résultat. L'auditeur écoute, peut-être admire, mais ne se sent pas concerné. À l'inverse, si cette même histoire est racontée en mettant en lumière les doutes, les échecs, les émotions traversées, alors elle devient universelle. Ce n'est plus seulement une réussite, c'est un chemin humain, un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. La clé, ici, réside dans la vulnérabilité. Ce mot est souvent mal interprété. Être vulnérable ne veut pas dire être faible. Cela signifie être suffisamment solide pour ne pas avoir à se protéger en permanence. C'est oser montrer ses limites, ses peurs, ses cicatrices, non pas pour susciter la pitié, mais pour créer un espace de vérité. Et cette vérité est profondément attirante. Dans les échanges du quotidien, pratiquer la résonance émotionnelle consiste à écouter avec attention ce que l'autre vit, au-delà de ses mots. C'est poser des questions qui ouvrent, plutôt que celles qui ferment. C'est reformuler ce que vous avez entendu, non pour corriger, mais pour valider. Si je comprends bien, ce que tu ressens, c'est... Cette simple phrase, dite avec bienveillance, peut faire naître chez l'autre un sentiment rare, celui d'être pleinement compris. Cela demande de ralentir. Dans un monde où tout va vite, offrir une écoute lente, une parole posée, une présence calme, devient un acte presque révolutionnaire. La résonance ne se produit pas dans l'urgence, mais dans le calme. Elle surgit dans le non-dit, dans les pauses, dans ce que l'on ne contrôle pas. Un autre outil puissant
est l'empathie incarnée. Cela va au-delà de comprendre ce que l'autre ressent. Il s'agit de le ressentir avec lui, sans se perdre dedans, de faire preuve de compassion sans devenir sauveur, de rester ancré tout en étant poreux. C'est un équilibre délicat, mais profondément transformateur. Ce type de communication crée des liens rares, des liens qui dépassent les rôles sociaux, les convenances, les statuts. Lorsqu'une personne sent que ce qu'elle dit trouve écho, elle s'ouvre davantage. Elle s'autorise à être plus vraie. Et cette vérité nourrit la relation de confiance, de profondeur, de mémoire affective. La résonance émotionnelle est aussi ce qui rend un discours mémorable, une conversation inoubliable, une personne marquante. Elle ne laisse pas simplement une trace dans l'esprit, elle laisse une empreinte dans le cœur. Mais attention, cette puissance suppose une grande responsabilité. Il ne s'agit pas d'utiliser l'émotion pour manipuler. La frontière est fine entre toucher et exploiter. La sincérité est la seule protection contre cet écueil. Lorsque vous êtes vraiment dans l'intention de créer du lien, l'autre le sent. Et cette intention pure est votre plus grande force. En développant cette capacité à entrer en résonance, vous changez votre manière d'être au monde. Vos relations deviennent plus nourrissantes. Vos paroles gagnent en portée. Et surtout, vous devenez pour les autres ce que très peu de personnes sont dans leur vie. Quelqu'un qui touche, qui élève, qui laisse une lumière là où il passe. La confiance n'est pas un luxe dans les relations humaines, c'est une nécessité. Sans elle, les mots restent creux, les gestes suspects, les intentions floues. Avec elle, tout change. Les échanges deviennent fluides, les malentendus s'estompent, les liens se renforcent. Mais comment inspire-t-on la confiance? Comment devient-on cette personne que l'on écoute, que l'on croit, que l'on suit, sans que cela ne repose sur le statut, l'autorité ou le pouvoir? Tout commence par la cohérence. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous montrez, tout doit être aligné. Si votre discours parle de calme, mais que votre ton est tendu, l'incohérence se glisse dans la brèche. Si vous affirmez l'ouverture, mais que votre langage corporel est fermé, la dissonance affaiblit votre message. La confiance naît de cette sensation profonde que l'autre est entier, c'est-à-dire congruent, identique dans ses actes, ses paroles et sa présence. Cette cohérence s'enracine dans l'authenticité. Être authentique ne signifie pas tout dire, ni se livrer sans filtre. Cela signifie être vrai dans l'intention. Parler sans masque, agir sans chercher à plaire, partager sans manipuler. Les gens sentent cela. Même sans en être pleinement conscients, ils perçoivent la solidité tranquille de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Et cette transparence, rare dans un monde de façade, devient un socle de confiance. L'écoute active joue également un rôle central. Une personne qui écoute véritablement offre une validation implicite. Ce que tu dis a de la valeur. Ce simple acte, lorsqu'il est sincère, ouvre l'autre. Il désarme les défenses, apaise les tensions. L'écoute n'est pas une attente de son tour de parole. C'est une immersion dans l'univers de l'autre, sans jugement, sans interruption, avec présence. Mais la confiance ne repose pas uniquement sur le comportement en présence directe. Elle se construit aussi dans la régularité. Être fiable, tenir ses promesses, respecter ses engagements, même les plus petits, forge une réputation. À l'inverse, une parole non tenue, même anodine, crée une fissure. Et dans cette fissure, le doute s'installe. L'un des aspects les plus puissants, mais souvent oubliés de la confiance, est la capacité à reconnaître ses erreurs. Admettre un tort, rectifier une information, demander pardon. Voilà des actes rares, mais profondément humains. Ils montrent que l'on ne cherche pas à protéger son image, mais à préserver la relation. Ils témoignent de maturité,
d'humilité et de force intérieure. Le langage non verbal, lui aussi, en dit long. Une posture ouverte, un contact visuel équilibré, un ton posé. Tout cela communique une forme de stabilité. À l'inverse, des gestes brusques, des regards fuyants ou trop insistants, des expressions rigides installent un climat d'inconfort. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de cultiver un état intérieur qui se reflète naturellement à l'extérieur. Dans certaines situations, inspirer la confiance signifie aussi savoir poser des limites. Dire non avec calme, refuser un comportement sans agressivité, affirmer une position tout en respectant celle de l'autre. Voilà des signes de solidité. La confiance ne naît pas d'un accord permanent, mais d'une clarté assumée. Les gens font davantage confiance à ceux qui osent être vrais qu'à ceux qui cherchent à plaire à tout prix. Un facteur essentiel est également la gestion des émotions. Une personne qui garde son calme face à l'imprévu, qui ne réagit pas avec excès, qui sait prendre du recul avant de répondre, inspire naturellement le respect. Non pas parce qu'elle réprime ce qu'elle ressent, mais parce qu'elle sait le canaliser. Cette maîtrise tranquille est perçue comme un signe de sécurité intérieure. La confiance se manifeste aussi dans les petits détails. Un regard attentif, une ponctualité respectée, une question posée avec intérêt sincère, autant de gestes simples qui, répétés, construisent un lien solide. Ce ne sont pas les grandes déclarations qui forgent les relations durables, mais les petites preuves, constantes et silencieuses, de présence et d'intégrité. Enfin, il y a cette dimension subtile mais cruciale, le respect. Respecter l'autre, non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il le mérite en tant qu'être humain. Respecter ses rythmes, ses choix, ses vulnérabilités. Le respect ne se proclame pas, il se vit. Et lorsque quelqu'un se sent respecté, il s'ouvre. Il donne le bénéfice du doute. Il accorde sa confiance. Construire la confiance demande du temps, de la patience et surtout de la constance. Ce n'est pas un événement, mais un processus, un art invisible qui se pratique chaque jour, dans chaque interaction. Et pourtant, ses effets sont visibles, profonds, durables. Être une personne de confiance, ce n'est pas seulement un atout relationnel, c'est une posture de vie, une manière d'être qui élève les liens, apaise les tensions et transforme les échanges les plus ordinaires en expériences humaines exceptionnelles. Il existe des personnes dont la parole porte, même lorsqu'elles parlent doucement. D'autres qui attirent les regards sans chercher à se faire remarquer. Elles ne crient pas, ne s'imposent pas par la force ou le volume, mais leur simple présence modifie l'ambiance. Ce que ces personnes ont en commun, ce n'est pas seulement du charisme, c'est aussi une crédibilité profondément ancrée. Et ce mélange, lorsqu'il est cultivé consciemment, devient une puissance tranquille qui transforme les interactions. La crédibilité commence bien avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Elle est un capital invisible que l'on construit dans le regard des autres. Elle repose sur 3 piliers, la compétence perçue, l'intégrité perçue et la bienveillance perçue. Ces 3 dimensions, bien que distinctes, interagissent en permanence. La compétence perçue est la capacité que les autres vous attribuent à comprendre, agir et proposer des solutions dans un domaine donné. Elle ne dépend pas uniquement de votre niveau réel de savoir, mais de votre capacité à transmettre ce savoir de manière claire, humble et confiante. Une personne trop technique qui se perd dans le jargon peut perdre l'attention de son auditoire. À l'inverse, celui qui simplifie sans déformer, qui rend accessible ce qui semble complexe, gagne en autorité. L'intégrité perçue est encore plus fondamentale. C'est l'idée que vous êtes cohérent, honnête, aligné entre vos paroles et vos actes. C'est ce sentiment diffus que l'on peut vous faire confiance, que vous ne jouez pas un rôle, que vos intentions sont saines. Même si vous êtes brillant, sans cette dimension d'intégrité, votre impact reste limité.
L'esprit peut être impressionné, mais le cœur ne s'ouvre pas. La bienveillance perçue est la clé qui lie le tout. Elle renvoie à la perception que vous agissez non pour dominer, mais pour servir, aider, contribuer. Une personne peut être compétente et intègre, mais si elle semble froide, distante ou condescendante, elle crée de la distance. La bienveillance, lorsqu'elle est authentique, humanise la crédibilité. Elle transforme une simple autorité en figure d'influence. Le charisme, quant à lui, est cette aura subtile qui émerge lorsque ces trois dimensions sont présentes et incarnées. Il ne s'agit pas d'un don réservé à quelques élus. Il peut être développé, affiné, cultivé. Le charisme n'est pas une question de beauté, de voix grave ou de gestes amples. Il est une conséquence naturelle d'une identité assumée, d'une énergie claire et d'une intention bienveillante. Une personne charismatique n'est pas celle qui attire toute l'attention, mais celle qui la redistribue avec élégance. Elle sait créer un espace où les autres se sentent valorisés, écoutés, importants. Ce n'est pas elle qui se met en lumière, c'est elle qui révèle la lumière chez l'autre. Pour développer cette présence, tout commence par la clarté intérieure. Qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous anime? Plus vous êtes en accord avec ces éléments, plus votre communication devient limpide, et cette limpidité est perçue comme de la force. Ensuite vient la gestion de l'énergie. Le charisme ne dépend pas de la quantité d'énergie que vous émettez, mais de sa qualité. Une énergie paisible, posée, enracinée dans la sérénité, inspire plus que l'agitation ou l'excitation forcée. Il ne s'agit pas d'être exubérant, mais présent, totalement présent. L'attention que vous portez à l'autre est aussi un miroir de votre charisme. Lorsque vous regardez quelqu'un avec un véritable intérêt, sans le juger, sans attendre votre tour pour parler, vous lui donnez une existence pleine. Et ce don silencieux vous rend magnétique. Car très peu de gens offrent une attention aussi pure. Ceux qui le font deviennent inoubliables. Enfin, la maîtrise de la parole est essentielle. Cela ne signifie pas parler beaucoup, mais parler juste. Choisir des mots qui ont du poids. Savoir quand se taire. Laisser de l'espace entre les phrases. Offrir un rythme qui invite à l'écoute. Le silence, bien utilisé, a parfois plus d'impact qu'un long discours. Il est important de souligner que la crédibilité et le charisme ne doivent jamais devenir des outils de manipulation. Leur puissance vient précisément du fait qu'ils ne cherchent pas à convaincre à tout prix, mais à établir une relation authentique. Leur but n'est pas de briller, mais de relier. Et cette intention change tout. En cultivant votre crédibilité par la clarté, la rigueur et l'honnêteté, en affinant votre charisme par la présence, l'écoute et la simplicité, vous devenez une force discrète mais influente. Une présence que l'on remarque, non parce qu'elle crie, mais parce qu'elle apaise, non parce qu'elle impose, mais parce qu'elle inspire. Et dans un monde saturé de bruit, d'ego et de superficialité, cette forme de présence devient une rareté précieuse. Elle ouvre les cœurs, fait tomber les résistances et crée un impact durable sans jamais avoir à forcer. Depuis la nuit des temps, l'être humain raconte. Avant même l'écriture, bien avant les livres ou les discours politiques, les histoires circulaient autour des feux de camp, dans les grottes, dans les villages. Elles servaient à transmettre des savoirs, à expliquer le monde, à apaiser les peurs, à transmettre les valeurs. Aujourd'hui encore, dans un monde saturé d'informations, les histoires continuent de nous captiver, de nous émouvoir, de nous transformer. Pourquoi? Parce qu'elles parlent à notre humanité, pas seulement à notre intellect. Une histoire bien racontée ne se contente pas d'informer. Elle transporte, elle fait voyager l'esprit, vibrer le cœur, éveiller des souvenirs enfouis. Là où une démonstration logique convainc l'esprit rationnel, une histoire pénètre plus profondément.
Elle court-circuite les résistances, fait tomber les défenses, rend accessible ce qui semblait lointain. Elle ne dit pas simplement « Voici ce que vous devez penser ». Elle murmure « Voici ce que vous pouvez ressentir ». Mais toutes les histoires ne se valent pas. Le pouvoir d'une histoire ne dépend pas uniquement de ce qu'elle raconte, mais de comment elle est racontée. Une bonne histoire suit une architecture invisible mais puissante, un début qui capte, un milieu qui développe, une fin qui transforme. Elle met en scène un personnage avec un désir, une difficulté, une transformation. Et ce schéma universel, bien que millénaire, reste toujours aussi efficace. Prenons un exemple simple. Si l'on dit « il faut persévérer dans la vie », c'est une vérité, mais elle peut glisser sur l'auditeur comme de l'eau sur du verre. En revanche, si l'on raconte l'histoire d'un jeune homme rejeté par toutes les écoles d'art, moqué pour ses dessins maladroits, mais qui persévère et devient l'un des illustrateurs les plus respectés de son époque, alors cette même vérité devient palpable. Elle se transforme en émotion, en inspiration, en énergie. L'élément clé d'une histoire puissante est l'identification. Lorsque l'auditeur se reconnaît, même partiellement dans le personnage, il vit l'histoire de l'intérieur. Ses barrières mentales s'abaissent. Ce n'est plus seulement une anecdote, c'est une expérience. Et cette expérience forge un lien intime, durable, presque intime, entre le narrateur et l'auditeur. Pour que cette identification fonctionne, il est essentiel de ne pas présenter un héros parfait. Les failles, les doutes, les échecs sont ce qui rend un personnage humain. Ce sont précisément les moments de faiblesse, les erreurs, les hésitations qui rendent le parcours crédible. C'est là que la vérité émotionnelle entre en jeu. Une histoire trop lisse, trop triomphante, devient suspecte. Une histoire sincère, même simple, touche. Le langage utilisé est tout aussi important. Une bonne histoire se raconte avec des images, des sensations, des détails sensoriels. Elle doit permettre à l'auditeur de voir, d'entendre, de sentir ce que le personnage vit. Les métaphores, les descriptions justes, les silences bien placés amplifient la résonance. C'est une peinture que l'on trace avec des mots, un film que l'on projette dans l'imaginaire. Mais raconter une histoire puissante ne signifie pas dramatiser à l'excès. L'authenticité prime. Parfois, une anecdote banale, si elle est racontée avec cœur, peut avoir un impact bien plus fort qu'un récit spectaculaire. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de l'événement, mais la sincérité de l'intention. Raconter pour partager, pas pour briller. Le storytelling peut aussi être utilisé dans un cadre professionnel, éducatif ou même politique. Les leaders qui inspirent savent raconter. Ils n'énoncent pas simplement des chiffres ou des stratégies. Ils incarnent une vision à travers des histoires concrètes. Une entreprise qui veut convaincre ne parle pas que de résultats. Elle raconte comment un produit a changé la vie d'un client. Un enseignant ne se contente pas de réciter une leçon. Il raconte la découverte, le contexte, l'émotion. Dans les relations personnelles, une histoire peut désamorcer un conflit, éveiller l'empathie, renforcer l'intimité. Raconter un souvenir d'enfance, partager un moment de vulnérabilité, évoquer un rêve passé. Autant de ponts vers l'autre, autant d'invitations au dialogue vrai. Mais attention, raconter ne signifie pas détourner l'attention vers soi. Il ne s'agit pas de monopoliser la parole, mais de l'ouvrir. Une bonne histoire invite l'autre à répondre par une autre histoire. Elle crée un échange. Elle élève la conversation. Pour développer cette capacité, il est utile de collecter ses propres histoires. Des souvenirs, des anecdotes, des moments marquants. Les noter, les revisiter, les affiner. Chaque vie est une bibliothèque. Chaque journée recèle des récits en devenir. Il suffit d'apprendre à les repérer, à les écouter,
à les façonner. Enfin, n'oublions pas que les histoires ont un pouvoir de transformation. Une phrase, entendue au bon moment, peut changer une décision, ouvrir un cœur, bouleverser un destin. Raconter, c'est transmettre une part de soi. C'est offrir à l'autre non pas une vérité, mais une expérience. Et cette expérience, s'il la reçoit, peut l'accompagner longtemps. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les compétences techniques sont de plus en plus accessibles, il reste un domaine profondément humain, inimitable par les machines, l'intelligence émotionnelle. Cette forme de sagesse intérieure, bien loin d'être une simple sensibilité, est devenue l'un des piliers de l'influence authentique et de la connexion profonde. Elle ne consiste pas à refouler ses émotions, ni à s'y noyer, mais à les comprendre, les accueillir et les orienter avec conscience. L'intelligence émotionnelle commence par la reconnaissance de ses propres émotions. Cela peut sembler évident, mais en réalité, nombre de personnes vivent déconnectées de ce qu'elles ressentent. Elles agissent, parlent, réagissent, mais sans toujours savoir ce qui les anime. Elles confondent parfois colère et peur, tristesse et fatigue, stress et d'excitation. Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la maîtriser. C'est sortir de la réaction automatique pour entrer dans la présence lucide. Une fois identifiée, l'émotion peut être accueillie. Cela signifie lui laisser sa place, sans jugement, sans lutte. Une émotion ignorée ne disparaît pas. Elle se fige, se transforme, se déguise. Une émotion écoutée, elle, se dissout souvent d'elle-même. Le simple fait de dire intérieurement « je suis frustré » ou « je ressens de la peur » allège la tension. Cela permet d'agir non sous l'effet de l'émotion, mais avec elle. La deuxième dimension de l'intelligence émotionnelle est la régulation. Il ne s'agit pas de contrôler au sens strict, mais de canaliser. Par exemple, ressentir de la colère n'est pas un problème, mais savoir quand, comment et où l'exprimer est fondamental. La colère peut être destructrice ou fondatrice. Elle peut blesser ou réparer. Tout dépend de l'espace qu'on lui donne, du sens qu'on lui attribue. La régulation émotionnelle implique aussi le discernement. Ce que je ressens, est-il proportionné à la situation? Est-ce l'événement présent qui me touche, ou bien une vieille blessure réactivée? Ce type de question permet d'éviter de projeter sur l'autre des charges anciennes. Il permet de répondre plutôt que de réagir. L'intelligence émotionnelle inclut également la capacité à reconnaître les émotions chez les autres. Cela ne demande pas de devenir devin ou psychologue, mais d'être attentif aux signaux subtils. Un silence inhabituel, un regard fuyant, un ton plus sec que d'habitude. Ces signes, souvent imperceptibles pour une écoute distraite, deviennent visibles pour une présence éveillée. Et cette conscience de l'autre crée un pont. Elle dit, sans mots, « Je te vois ». Cette empathie, qui est le cœur de l'intelligence émotionnelle interpersonnelle, n'est pas une fusion. Elle ne consiste pas à porter les émotions de l'autre à sa place. Elle consiste à les reconnaître, à les valider, à y répondre avec respect. Dire à quelqu'un « Je comprends ce que tu ressens » est parfois plus puissant qu'un long discours rationnel. Cela apaise, cela relie, cela guérit. Dans les relations professionnelles, l'intelligence émotionnelle permet de désamorcer des conflits, de fédérer des équipes, de motiver sans pression. Un leader émotionnellement intelligent ne dirige pas par la peur, mais par la compréhension. Il ne cherche pas à corriger des comportements, mais à en comprendre les causes. Et cette posture transforme la dynamique. Dans la sphère personnelle, elle ouvre la voie à une intimité véritable. Pouvoir dire « je me sens vulnérable » sans crainte de jugement. Pouvoir entendre « je suis blessé par ce que tu as dit » sans se défendre immédiatement. Ce type d'échange demande du courage, mais il crée des liens solides, enracinés dans la vérité partagée. L'intelligence émotionnelle est aussi un facteur d'équilibre intérieur. En apprenant à naviguer dans sa propre météo émotionnelle,
On devient moins dépendant des aléas extérieurs. On cesse d'attendre que les conditions soient parfaites pour se sentir bien. On apprend à cultiver un état de paix, non pas en l'absence de turbulences, mais en leur présence. Elle ne se développe pas en un jour. C'est une pratique quotidienne, faite de moments de recul, d'observation, de dialogue intérieur. Cela demande de l'humilité, de la patience et une volonté sincère de mieux se connaître pour mieux rencontrer l'autre. Dans un monde où l'on valorise souvent la performance, la rapidité, l'image, cultiver l'intelligence émotionnelle est un acte de résistance douce. C'est choisir la profondeur plutôt que la surface, la compréhension plutôt que la réaction, la présence plutôt que la précipitation. Et c'est ainsi que naissent les vraies connexions. Non pas en maîtrisant un argumentaire, mais en comprenant une émotion. Non pas en imposant une idée, mais en reconnaissant une expérience. Ce n'est pas par le pouvoir que l'on touche un cœur, mais par la justesse. Et cette justesse, lorsqu'elle est nourrie d'émotions conscientes, devient le langage universel de l'humanité. L'influence véritable n'est pas un feu d'artifice. Ce n'est pas une étincelle brillante qui éblouit un instant, puis s'éteint dans l'oubli. C'est une flamme calme, persistante, nourrie jour après jour par la cohérence, l'attention et la vérité. Dans un monde où l'instantané domine, où les contenus se succèdent sans mémoire, où les relations s'accélèrent puis se dissolvent, bâtir une influence durable est un acte de profondeur. Cette influence ne repose pas sur une performance continue. Il ne s'agit pas de toujours convaincre, impressionner, captiver. Il s'agit plutôt d'être fidèle à une posture, celle d'un être humain qui cherche à comprendre avant de vouloir être compris, d'un esprit qui propose sans imposer, d'un cœur qui reste ouvert, même face à l'inconnu. Ce qui rend l'influence durable, c'est la confiance qu'on inspire avec le temps. Et cette confiance ne se construit pas sur des mots bien choisis, mais sur des actes répétés. C'est le fait de rester stable dans ses valeurs, même lorsque c'est inconfortable, de dire non avec respect, de reconnaître ses torts sans s'effondrer, de rester humble face au succès et digne face aux critiques. La constance est l'un des fondements les plus puissants de l'influence. Non pas la rigidité, mais cette forme de présence fiable qui donne à l'autre un sentiment de sécurité. Dans un monde instable, celui qui reste solide dans ses principes devient un repère, et les repères attirent naturellement. La générosité joue aussi un rôle central. Offrir sans attente, écouter sans calcul, soutenir sans chercher un retour immédiat, autant de gestes qui laissent une empreinte, car ce que l'on donne sincèrement ne se perd jamais. Même si l'impact n'est pas immédiat, il germe quelque part, parfois longtemps après, dans le silence d'un souvenir ou dans un élan de gratitude. L'influence durable se cultive aussi dans les détails. Un mot bienveillant, un message inattendu, un silence respectueux, un regard franc. Ces petites attentions construisent une mémoire émotionnelle chez l'autre. Elles tissent une toile invisible faite de reconnaissance mutuelle, de dignité partagée. Et cette toile, au fil du temps, devient une structure solide sur laquelle se fondent les relations humaines vraies. Mais pour que cette influence reste saine, elle doit rester libre. Il ne s'agit pas de créer une dépendance, mais une autonomie. L'influence authentique n'est jamais possessive. Elle ne cherche pas à retenir, mais à libérer. Elle ne réduit pas l'autre, elle l'élève. Elle ne cherche pas à briller à travers lui, mais à révéler sa propre lumière. C'est dans cette posture de soutien discret, de présence stable, que se manifeste la forme la plus noble de l'impact, celle qui ne cherche pas l'écho, mais la transformation, celle qui ne mesure pas son effet en like ou en applaudissement,
mais en silence profond et en regard sincère. Et pour continuer à influencer sans s'épuiser, il est essentiel de se ressourcer, prendre soin de soi, cultiver ses propres racines, nourrir son esprit, protéger son temps. L'influence ne doit jamais devenir une façade. Elle ne peut grandir que si elle est alimentée de l'intérieur. C'est pourquoi l'équilibre personnel est une condition non négociable. Un être désaligné finit toujours par perdre son impact. Enfin, il faut accepter que l'influence véritable est souvent invisible. Elle agit dans l'ombre, dans la durée, dans le silence. Ce n'est pas toujours vous qui verrez les fruits de ce que vous avez semé, mais ils existeront, car chaque mot juste, chaque geste authentique, chaque écoute offerte crée une onde, et ces ondes, multipliées, modifient les espaces, parfois les vies. Dans cette société qui valorise le spectaculaire, choisir la profondeur est un choix courageux. C'est décider d'avancer à contre-courant, de privilégier la qualité sur la quantité, le lien sur la stratégie, l'humain sur la posture. Et c'est ce choix qui fera de vous, non pas seulement un bon communicant, mais une présence inoubliable. Car au fond, influencer, ce n'est pas changer les autres. C'est les inviter à se reconnecter à ce qu'ils ont de meilleur. Et pour cela, il n'y a pas de méthode magique. Il y a simplement des êtres vrais, présents, cohérents. Des êtres comme vous, si vous choisissez d'honorer votre parole, vos émotions et votre humanité, jour après jour. On ne voit pas la confiance. Elle ne s'exhibe pas, elle ne s'achète pas. Et pourtant, elle est là, silencieuse, mais omniprésente, comme l'air que l'on respire dans toute relation humaine authentique. Dans les liens profonds comme dans les échanges passagers, elle fait la différence entre une parole reçue et une parole oubliée, entre une présence tolérée et une présence attendue. La confiance est le socle invisible de toute influence durable. Mais qu'est-ce que la confiance, exactement? Ce n'est pas l'absence de doute, ni une foi aveugle. C'est une sensation intime de sécurité. C'est sentir que l'autre ne vous trahira pas, ne vous manipulera pas, ne cherchera pas à vous dominer. C'est croire, sans garantie écrite, que l'intention de l'autre est droite. C'est fragile, mais puissant. Subtil, mais structurant. La confiance ne se réclame pas, elle se mérite. Et elle se mérite par la cohérence. Entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Entre ce que l'on promet et ce que l'on tient. La moindre dissonance, la moindre trahison de cette ligne intérieure, et la confiance commence à se fissurer. Car la mémoire affective est fine. Elle enregistre les détails. Une parole donnée puis oubliée, une absence dans un moment clé, un regard fuyant. Et parfois, une seule fracture suffit à ébranler un édifice construit sur des années. Construire la confiance demande donc de la clarté. Clarté dans ses intentions, clarté dans ses paroles, clarté dans ses actes. Il ne s'agit pas de tout dire, mais de ne pas dissimuler, de ne pas jouer un rôle. La sincérité crée un climat. Elle rassure. Elle installe une forme de transparence émotionnelle qui permet à l'autre de se détendre, de déposer ses défenses. Le respect est un autre pilier fondamental. Respecter l'autre, c'est le considérer comme une fin en soi, non comme un moyen. C'est reconnaître sa liberté, son rythme, ses limites. C'est ne pas insister lorsqu'il résiste. C'est écouter sans interrompre. C'est poser des limites sans blesser. Et ce respect, quand il est constant, finit par générer une forme d'admiration discrète mais profonde. La vulnérabilité aussi joue un rôle déterminant. Non pas une faiblesse mise en scène, mais une capacité à dire « je ne sais pas »,« je me suis trompé »,« j'ai peur ». Ces aveux désarment. Ils montrent que derrière l'image, il y a un être humain. Et l'humanité, lorsqu'elle est assumée, inspire la confiance. Car elle crée un effet miroir. Elle dit à l'autre
Tu peux être vrai, toi aussi. Dans les dynamiques d'influence, la confiance est ce qui permet à une parole de porter. Si l'auditeur ne perçoit pas une intention sincère, il se ferme. Il écoute sans entendre. Il analyse au lieu de ressentir. En revanche, s'il sent que vous êtes là pour construire, pour comprendre, pour offrir, alors il ouvre une porte intérieure. Et cette porte donne accès à son attention, à son respect, parfois même à sa transformation. Il est aussi essentiel de ne pas trahir la confiance une fois installée. Cela suppose une forme d'humilité. Ne pas se croire arrivé, ne pas tester les limites, ne pas abuser d'un crédit affectif. Trop souvent, lorsqu'un lien est fort, certains cessent d'en prendre soin. Or, la confiance, même solide, reste vivante. Et ce qui vit a besoin d'attention, de délicatesse, de présence. Dans les collectifs, entreprises, familles, groupes d'amis, la confiance crée des environnements fertiles. Là où elle règne, les idées circulent, les émotions s'expriment, les erreurs se réparent. Là où elle manque, c'est l'angoisse, le contrôle, la méfiance qui dominent. Il n'y a pas de créativité sans sécurité intérieure. Et il n'y a pas de sécurité sans confiance partagée. Mais il faut aussi savoir se faire confiance, car l'influence que l'on exerce à l'extérieur commence par celle que l'on cultive en soi. Se faire confiance, ce n'est pas être sûr de tout réussir. C'est savoir qu'on trouvera en soi les ressources pour avancer, s'adapter, apprendre. C'est se parler avec bienveillance, se pardonner ses ratés, honorer ses engagements envers soi-même. Et cette confiance en soi n'est pas arrogante. Elle n'écrase pas. Elle ne se prouve pas. Elle se manifeste dans une posture paisible, une manière d'être qui apaise l'autre, car elle ne cherche pas à dominer. Elle dit simplement « Je suis là, et je reste là. » Et c'est... Alors, dans un monde où la méfiance est souvent la norme, où chacun protège son image, où la transparence semble risquée, cultiver la confiance est un acte presque révolutionnaire. C'est une manière de dire « Je choisis d'honorer l'humain, en moi et en l'autre ». Et ce choix, répété jour après jour, finit par devenir votre signature invisible. Celle qui précède vos mots, celle qui reste après votre départ. On parle souvent de leadership comme d'une position, d'un rôle, d'une fonction. Mais le véritable leadership ne commence ni dans une entreprise, ni dans une organisation, ni dans un discours public. Il commence dans l'espace le plus intime, soi-même. La capacité à se guider, à s'ajuster, à choisir ses pensées, ses réactions, ses actes. Voilà ce qui distingue une présence qui influence par nature, d'une posture qui cherche à imposer. La responsabilité personnelle et la conscience profonde que, même si nous ne contrôlons pas tout, nous restons toujours responsables de notre façon d'y répondre. Ce n'est pas une idée populaire. Dans un monde où il est plus facile de blâmer les circonstances, les autres ou le passé, il est courageux de dire « J'ai une part de choix ici ». C'est une posture intérieure, exigeante mais libératrice. Prendre la responsabilité de sa vie ne signifie pas se culpabiliser pour tout. Cela signifie reconnaître là où l'on a du pouvoir et l'utiliser, même dans la douleur, même dans l'incertitude, même dans l'échec. Car il y a toujours un choix, celui de la posture que l'on adopte. Et ce choix-là est l'acte fondateur de tout leadership personnel. Lorsque l'on prend la responsabilité de ses émotions, on arrête d'attendre que l'autre change pour se sentir bien. Lorsqu'on prend la responsabilité de ses paroles, on mesure leur impact avant de les prononcer. Lorsqu'on prend la responsabilité de son énergie, on choisit avec soin
ce qu'on nourrit chaque jour, la plainte ou la création, la peur ou la vision. Cette responsabilité personnelle est discrète. Elle ne se vante pas. Elle se manifeste dans la constance, dans les petits ajustements quotidiens, dans la capacité à se remettre en question sans se dévaloriser. Elle est humble, mais puissante. Et ceux qui l'observent, même sans le dire, ressentent qu'ils ont face à eux quelqu'un de stable, de centré, de profondément engagé. Ce type de présence devient naturellement influente, non parce qu'elle donne des leçons, mais parce qu'elle incarne ce qu'elle propose. Elle inspire confiance, elle suscite l'écoute, elle provoque l'élan. Elle ne cherche pas à convaincre, elle attire, parce qu'elle émet une cohérence rare, et que la cohérence aujourd'hui est une force magnétique. La responsabilité personnelle demande aussi de faire la paix avec l'imperfection, se voir lucidement, reconnaître ses limites sans s'y enfermer. Cela implique de sortir du perfectionnisme, de l'auto-sabotage, des comparaisons incessantes. Il ne s'agit pas d'être parfait pour avoir de l'impact, mais d'être honnête. Et cette honnêteté avec soi est contagieuse. Elle donne la permission à l'autre d'être vrai, lui aussi. Dans un monde où l'on attend des réponses extérieures, une reconnaissance, une solution, un sauveur, la responsabilité personnelle recentre le pouvoir. Elle dit « Et si c'était à moi de faire le premier pas ?» Pas parce que je suis obligé, mais parce que je choisis de vivre en cohérence avec mes valeurs. Ce choix est le point de départ de toute transformation profonde. Être leader de soi, c'est apprendre à s'écouter sans se fuir, à se discipliner sans se violenter, à s'encourager sans se flatter. C'est développer une relation intérieure mature, stable, compatissante. C'est se traiter comme on traiterait un être cher en chemin, avec exigence, mais aussi avec tendresse. Ce type de posture transforme les relations, car une personne qui se prend en charge ne cherche pas à contrôler les autres. Elle ne se victimise pas, ne manipule pas, ne dépend pas du regard extérieur pour exister. Elle devient libre, et cette liberté intérieure rayonne. Elle inspire le respect, sans même le demander. Dans les contextes professionnels comme dans la sphère intime, ce type de présence est rare et précieuse. Elle apaise les tensions, clarifie les échanges, élève les conversations. Elle permet aux autres d'oser plus, d'être eux-mêmes, de sortir des jeux de pouvoir. Elle devient un levier invisible de transformation collective. Enfin, cette responsabilité personnelle ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une case à cocher, c'est un chemin. Un engagement envers soi, renouvelé chaque jour. Un dialogue intérieur, une écoute constante, une capacité à ajuster sa trajectoire sans perdre son cap. Et plus ce chemin est nourri, plus l'influence qu'il génère est profonde, sincère, durable. Ce qui reste de nous, bien après nos paroles, bien après nos gestes, ce ne sont pas nos titres, nos exploits ou nos victoires apparentes. Ce sont les marques invisibles que nous avons laissées dans le cœur des autres. Un mot qui a encouragé, un regard qui a apaisé, une présence qui a soutenu. Voilà l'héritage véritable, celui qui se transmet sans bruit, mais qui transforme profondément. Dans une époque où tout pousse à montrer, prouver, documenter, il devient presque subversif de choisir la discrétion, de privilégier l'impact à l'image, le sens à la reconnaissance, la profondeur à la visibilité. Et pourtant, c'est ce choix silencieux qui donne naissance à une influence durable, humaine, authentique. Ceux qui nous ont le plus touchés ne sont pas toujours ceux qui ont parlé fort. Ce sont souvent ceux qui ont été là, vraiment là, présents dans l'écoute, présents dans le respect, présents dans la constance. Leur souvenir ne s'impose pas à nous. Il revient comme une chaleur douce, une force tranquille, une inspiration silencieuse. C'est cela, influencer sans dominer, marquer sans imposer. Il ne s'agit pas d'effacer ses talents, ni de nier ses qualités. Il s'agit de les mettre au service. Non pas d'un besoin d'être admiré,
mais d'un désir sincère de contribuer. Ce basculement, subtil mais décisif, transforme la posture intérieure. On ne cherche plus à convaincre pour exister. On existe avec calme, et cela suffit pour convaincre. Vivre ainsi demande du courage, car cela signifie renoncer à certaines formes d'approbation immédiate. Cela demande de faire confiance à l'invisible, de semer sans savoir si l'on verra germer, de créer sans savoir qui sera touché. Mais c'est précisément cette confiance dans les faits silencieux qui rend la démarche noble. Le véritable impact ne se mesure pas en chiffres. Il se ressent dans le temps, dans le fait qu'une personne, un jour, prenne une décision différente parce qu'un mot, une attitude, une présence a éveillé quelque chose en elle. Ce type d'influence ne fait pas la une des journaux, mais il change des vies. Pour laisser ce type de traces, il faut incarner ce que l'on transmet. Ne pas être seulement un messager de belles idées, mais un témoin vivant de ce qu'on affirme. Cela demande une cohérence profonde entre le visible et l'invisible, entre le dire et le faire, entre l'intention et l'attitude. Et cette cohérence, lorsqu'elle est sincère, se perçoit immédiatement. Elle n'a pas besoin d'artifice. Elle se construit dans les habitudes du quotidien, dans la façon dont on traite un inconnu, dans la manière dont on parle de ceux qui sont absents, dans l'attention qu'on porte aux détails, dans le soin qu'on met dans une tâche simple. C'est là, dans ces gestes minuscules mais constants, que l'empreinte silencieuse se forme. Il ne faut pas sous-estimer l'effet boule de neige de nos attitudes. Une seule graine de respect peut fleurir dans le cœur de quelqu'un que l'on ne reverra jamais. Une seule graine d'écoute peut restaurer la confiance d'un esprit blessé. Une seule graine de vérité peut faire tomber un masque et inviter à l'authenticité. Et tout cela se fait sans bruit. Vivre avec cette conscience, c'est se rappeler que chaque instant est une opportunité d'influencer. Non pas pour contrôler, mais pour inspirer. Non pas pour briller, mais pour éclairer. Non pas pour être suivi, mais pour révéler à l'autre qu'il peut marcher lui aussi. Ce n'est pas une mission, ce n'est pas une charge, c'est une joie. Celle d'être un maillon discret mais précieux dans la chaîne humaine. De se savoir vecteur de sens, même si nul ne vous nomme. De participer, à sa manière, à une élévation collective. En choisissant d'incarner ce type de présence, vous devenez un artisan du lien, un gardien de sens, un semeur d'espérance. Vous ne laisserez peut-être pas de monuments derrière vous, mais vous laisserez des êtres plus solides, plus libres, plus vivants. Et cela, n'est-ce pas là le plus bel héritage que l'on puisse offrir au monde ?